C'est le deuxième épisode de notre nouvelle série Les Orfèvres du Label. Aujourd'hui, on part chez un producteur d'orchidées qui est basé à côté de Paris, c'est la Cour des Orchidées. Et vous allez voir qu'on va passer un long moment avec Nicolas. Il est rentré en détail sur tout ce qu'il y a à savoir sur les Vendas. Et on a aussi découvert un maximum de choses sur son mode de culture, comment il choisit les plantes qu'il fait pousser dans ses serres. C'est un producteur qui n'a pas la langue dans sa poche. Si vous avez envie de découvrir l'intégralité de mon reportage, il est disponible dans les abonnements payants. On parle en long, en large et en travers des néophéniciens, des carnivores et particulièrement ces Nepenthes, les Ancelia africana et puis des Cymbidium. Vous pouvez rejoindre ces abonnements directement en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, on part chez Nicolas. Bonjour Nicolas, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr, donc je suis Nicolas. La Cour des Orchidées, c'est mon entreprise depuis 2004. Tout ce que tu vas pouvoir voir ici, c'est moi qui l'ai construit. Donc avant, j'étais apprenti chez Marcel Lecouf et j'ai fait 2-3 boulots dans les orchidées. Et je me suis installé à mon compte en 2004. Tout ce que tu vas pouvoir voir là, c'est moi qui l'ai construit. Donc j'ai fait une serre d'à peu près 400 mètres carrés. Alors d'abord, il y avait 300 mètres carrés, puis j'ai refait une chapelle en 2010. Et puis voilà, tout ce que tu vas pouvoir voir, c'est ma production. Ça va être des jeunes plants que je sors de flacons, ça va être des plantes que je divise. Je fais ça depuis une bonne vingtaine d'années du coup. Je vois qu'il y a beaucoup aussi de plantes tropicales. Je vais avoir quand même 90% d'orchidées, je pense. Après, il y a plein de plantes que j'aime bien, des plantes carnivores, des Nepenthes notamment. J'ai pas mal de fougères un peu bizarres, quelques Tillandsia, des broméliacées un peu bizarres, quelques plantes atypiques, des plantes qui me font plaisir. Et niveau orchidées, quels sont les genres que tu as le plus? Alors, on va dire c'est plus les genres qui restent bien chez moi là actuellement. Vanda, Cattleya, ça marche bien. Parce que moi, une des caractéristiques de ma serre, c'est qu'elle est très dure. J'ai un sol en béton, c'est une serre à la base de tomates, donc c'est quelque chose qui va s'aérer extrêmement rapidement. Et donc je garde pas l'humidité du tout. Tout ce qui a besoin de beaucoup d'humidité, c'est pas top dans la serre, puis surtout avec les canicules là. Mais par contre, tout ce qui va aimer les climats assez durs, donc les grosses variations de température, les grosses variations de luminosité, les grosses variations d'humidité, style Cattleya, Vanda, certains dendros, ça j'ai une bonne culture dessus. Et donc tu as plein de plantules, tu disais. Elles viennent d'où? Est-ce que toi tu fais tes propres semis et tu les envoies dans un labo? Comment tu fonctionnes? Au début, je faisais vraiment mes sélections, mes croisements, mes graines. Donc ça, j'ai fait ça une bonne dizaine d'années et force est de constater que c'est pas forcément le meilleur truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir des gros lots de plantes. C'est-à-dire que quand tu fais une gousse, quand tu fais un méristème, quand tu fais une série pour toi, les labos vont te demander au moins 10 flacons minimum, voire 20 flacons pour un semis. Et du coup, tu te retrouves avec entre 300 et 600 plantes de chaque variété. Ouais. Et ça, c'est trop. Donc ça, j'ai fait ça au début pour remplir la serre. Et puis, je me suis rendu compte que soit tu fais du gros dans ce cas-là, tu vas pas revendre régulièrement aux mêmes clients parce que les gens, ils veulent voir de la diversité, ils veulent voir de la nouveauté. Ça, j'ai fait ça une dizaine d'années. Puis après, j'ai fait beaucoup moins mes sélections et j'ai essayé d'acheter des flacons à droite à gauche. Ça, pour moi, c'est le meilleur plan. Comme ça, tu peux acheter 2-3 flacons de chaque variété. Tu as 30, 40, 50 plantes de chaque variété. Ça, c'est sympa. Mmh. Il faut pas essayer d'en avoir trop. Sinon, tu n'as pas assez de turnover et les gens, ils sont déçus, quoi. Et du coup, pourquoi cette localisation ici à Gomez-le-Châtel? Le coin est sympa en région parisienne. Moi, j'ai toujours été de région parisienne et ça reste quand même un coin. On est à la campagne, mais à la ville. Bon, c'est pas le meilleur coin pour vivre parce qu'il fait pas beau l'hiver et il n'y a pas de lumière, il fait pas chaud, voilà. Mais au niveau boulot, c'est quand même un bon endroit. En région parisienne, c'est bien. Si j'avais pu trouver un truc au bord de la mer, dans le Var, je dis pas, mais Ça aurait été encore plus dur. je suis pas sûr que le climat soit plus dur dans le Var qu'ici. En fait, eux, le truc, c'est qu'ils ont la brise marine. Alors, ils ont du sec, mais ils ont la brise marine qui fait que ça monte un peu moins haut. Et moi, quand je monte à 42, 43, eux, ils sont à 35. Ouais. Alors, ils sont à 35 pendant 4 mois, peut-être. Mmh. Mais moi, enfin, moi ou même les gens qui sont dans le centre, hein, dès qu'on est loin de la mer, en final, on peut monter très, très fort et être sec. Donc, je sais pas si. Puis, on n'a pas de lumière pendant 3 mois, on n'a pas de lumière, hein. Donc il faut bien s'équiper, Alors, si tu vas sur ce point-là, j'ai été très bien équipé il y a 20 ans. OK. Et puis avec les évolutions, les coûts de l'énergie, tout ça, je me suis rendu compte qu'il valait mieux serrer les dents pendant 3 mois. Mmh. Ça passe. Oui. Les plantes, elles poussent pas, mais il vaut mieux perdre 3 mois que de dépenser 10 000 € en énergie. Du coup, ici, tu accueilles beaucoup de public ou est-ce que tu fais plus de ventes en ligne? Comment ça se passe pour toi? Alors moi, le gros de mon boulot, c'est on va dire, c'est les expositions.
Ça, je bosse beaucoup, beaucoup en expo. Tout ce qui va être vente en ligne, je suis très mauvais, mais c'est un choix aussi. C'est old school, j'ai vraiment une liste. J'envoie 2-3 listes par an. Les gens commandent sur une liste. Il n'y a pas un site marchand. Et puis, je reçois un petit peu de collectionneurs. Alors là, juillet, août, c'est mort. Bah C'est oui. vraiment très, très calme. Mais ouais, le reste de l'année, j'ai quand même un petit peu de passage. Et moi, j'aime bien les expos. Quand les gens ils viennent un peu sur place, c'est sympa aussi. Et tu fais un peu d'international ou que France? Alors, international, je fais pas plus que ça. Par contre, je fais beaucoup dom-tom. Ouais. Martinique, Guadeloupe, un peu Guyane, beaucoup Réunion. Mmh. Ça, c'est des gros, gros collectionneurs. Ils s'intéressent beaucoup en plus aux plantes de ma production parce que c'est vraiment des trucs que je fais. Et puis eux, c'est leur géranium là-bas. Bah oui. Alors nous, quand on en a 100 chez nous, ça semble énorme. Eux, 100, c'est dans un petit coin du jardin, quoi. Bah oui, oui. Et ils en ont 100 à un autre coin, 100 à un autre coin. Donc ouais, c'est l'autre, un autre marché, ça. Et si on revient sur les plantes, autres que Mmh. orchidées que tu as dans la serre, est-ce que tu peux nous parler de la complémentarité de certaines espèces avec les orchidées? Complémentarité, je sais pas si on peut parler de compé en tout cas, ça pousse ensemble. Elles poussent dans les mêmes coins dans la nature. Donc que ce soit les plantes carnivores ou que ce soit, les plantes myrmécophiles. Tu vois, là, par exemple, ça, c'en est une canon. Ça, c'est vraiment une super plante myrmécophile et Ouais. ça, tu vas vraiment les avoir, à Bornéo, Sulawesi, ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les mêmes endroits, sur les mêmes arbres et ça demande à peu près les mêmes conditions d'humidité, de lumière, de fertilisation. C'est pas des plantes qui aiment trop d'engrais, Mmh. un petit peu ça va, mais pas trop. Donc ça marche bien avec les orchidées. En termes d'insecticides justement, est-ce que toi tu utilises des auxiliaires ou tu Alors fais du traitement, Alors moi, classique? vu que j'aimerais utiliser des auxiliaires, mais vu que je suis que bio, mais j'ai pas le Oui. certificat bio, mais je veux dire, j'utilise pas de produits chimiques. J'utilise alcool à 70, savon noir, purin, huile. Mmh. Et le problème, c'est que ces trucs-là ne sont pas compatibles avec la lutte, bio. Ouais. Donc dès que je mets un coup de savon noir fort avec de l'huile, tu peux être sûr que tes insectes, auxiliaires, tu les tues. Ouais. Donc moi, ma technique de lutte, elle est vraiment bio, mais pas avec de l'auxiliaire, quoi. Mmh. Là, j'ai une pression qui est très, très faible que ce soit en cochenille, thrips et cochenille à carapace et blanche, quoi et blanche, je pense parce que je pchite très fort. Après, quand je te dis pchiter très fort, c'est toutes les semaines, systématiquement Mmh. et quand je pchite fort, hein, ça ruisselle partout sur la plante. C'est pas un petit pchit-pchit de loin, hein OK. et si c'est trop infesté, je jette. J'essaye pas de me battre sur une plante, où il y en a trop. Moi, ici, les phaléno hollandais, Mmh. c'est un truc de fou. Ça les attire, mais mortels. Mmh. Donc ça, j'essaye même pas de les recultiver parce que c'est un tel, nid à cochenilles que Ah bah, de toute façon, on le voit bien, hein, on achète un Phalaenopsis en mmh, supermarché, il faut surtout le mettre en faut le quarantaine. mettre en quarantaine et il faut voilà, un petit vapeau dans 1 Mmh. litre, tu es prête, une fois par semaine, tu pchit même si tu vois pas Mmh. et tu regardes bien à l'arrière des feuilles des fleurs pour voir si tu as pas des copines, quoi, mais Ouais. ouais, ça, c'est le truc qui en ramène le plus. Et en jardinerie, j'ai remarqué les strips aussi, sur Mais les fleurs. alors, tout le monde m'en parle des trips, mais moi, je Oui, oui, voilà, oui. mais je c'est pas un problème pour moi. Ah bah, c'est Je pense super. vu que je pchite sur la coche, Ouais, je pense que je flingue les trips et vu que je fais beaucoup de jeunes plants et pas énormément de plantes adultes, tu ouais. vois, les trips, ils vont souvent sur les Oui, fleurs les des fleurs, ouais. plantes adultes et donc j'ai pas, ce problème-là. Et par contre, tu disais qu'elle était relativement sèche, ta serre, et tu as pas de problème avec les tout ce qui est araignées rouges, J'ai les eu acariens? j'ai eu, quand je faisais beaucoup de cycnoches, Mmh. beaucoup de plantes très sensibles et en fait, moi, j'avais une stratégie, c'est que tout ce qui était un peu sensible, aux acariens, je les mettais sur plaque. OK. Et comme ça, vu que j'arrose tous les jours, les acariens, ils y vont pas. Mmh. Ou je les mettais sur une table là-bas où j'ai des plaques au-dessus et vu que j'arrose mes plaques, ça ruisselle toujours dessus. OK. Donc, si tu as cette technique-là, tu as un peu moins d'acariens et parfois ça peut m'arriver d'en avoir, mais je pourrais te montrer, j'ai toute une rangée de catacétum Ouais. que j'ai sélectionné depuis une vingtaine d'années et eux, Mmh. ils les attirent pas. C'est marrant ça. Ben, en fait, tu as des plantes qui les attirent, comme tu Ouais. disais tout à l'heure. Cycnoches Windy Light, c'est une horreur, par exemple. Ou les Cycnoches Chloroquilon, beaucoup de Cycnoches, c'est une horreur. Et tu vois, moi, quand je passe mon petit cocktail magique Mmh. sur les catacétums, on va dire, j'essaye vraiment de pchiter sous le feuillage. Une petite couche d'huile et de purin qui sont mauvais pour que l'araignée elle ait un peu moins envie d'y aller, quoi. Sur tes problèmes d'acariens ou de trips, Ouais. moi, ce que je pense, c'est que il faudrait qu'on soit plus malin sur ce qu'on veut cultiver. C'est-à-dire que dans notre climat, il y a des trucs qui marcheront. Que ce soit toi en appart, que ce soit en maison, en serre, en tout ce que tu veux. Quelqu'un qui cultive dans des terrariums peut Mmh. pas se permettre la même chose que quelqu'un qui cultive dans un appart parisien, quoi. Si tu récupères de l'eau de pluie, si tu as de l'eau du robinet, c'est pas la même chose non plus. Donc, Mmh. je pense que l'amateur, il veut toujours aller dans tout un tas de genres différents
ça, tu as beaucoup de pertes quand même. Tu te rends Ouais. compte que tu peux pas cultiver un phaléno avec un vanda, avec un pafio, avec un cattleya. C'est pas possible. Tu verras là-bas, moi, mes phalénos et mes pafios, j'ai mis un ombrage en plus. Mmh. Ou je les mets dans des endroits où il y a moins de luminosité. Ça, tu as la même chose avec les températures, avec l'humidité, avec tout. Donc souvent, on veut cultiver plein de trucs différents. C'est compliqué, ça. Maintenant, c'est parti pour le guide de culture et on va s'attarder sur les vandas avec Nicolas et vous allez voir qu'il a vraiment plein de choses à nous apprendre. Moi, ce que j'aime beaucoup sur le vanda, on va dire, c'est que c'est des plantes qui sont extrêmement tolérantes sur la lumière. C'est-à-dire que ça peut se prendre un peu de soleil direct. On va dire, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup de luminosité. Si tu as beaucoup de lumière, ça marchera bien. Donc ça, c'est le premier truc que tu vas avoir sur le vanda. Dans la nature, c'est des plantes qui vont pousser plutôt en haut des arbres, parfois au milieu, parfois sur des rochers presque en plein cagnard. Mais c'est quasi toujours des plantes qui vont se prendre un gros coup d'humidité, un gros coup de flotte la nuit et qui vont sécher dans la journée. OK. Et ça, en culture, c'est vachement important de le garder en tête parce que c'est des plantes qui n'aiment pas avoir un climat trop stable. Et c'est ce qui leur plaît, je pense, dans ma serre. Moi, je peux avoir 90% d'humidité la nuit quand les toits sont fermés et je peux redescendre à 30% à 16-17 heures. Donc ça, cette variation, la vanda, elle va l'aimer. Alors après, il faut pas que ce soit sec trop longtemps parce que sinon, là, elle commence à se déshydrater. Mais concrètement, si tu as une humidité forte à un moment que tu sèches après, c'est bon. Sur un cycle de 24 heures, c'est parfait. Voilà. Après, donc lumière, je t'en ai parlé. Température, c'est des plantes très, très, très tolérantes. C'est-à-dire que moi-même à 12 degrés, elle pousse encore en hiver. Ah bon? Elle cartonne. J'ai quasiment aucune perte sur le vanda. Vanda et cattleya, c'est des plantes 12 degrés. Si tu remontes à 16-17, ça marche. Alors, il faut les arroser moins. Mmh. On pense à tort qu'elles ont besoin de beaucoup de chaleur. Elles tolèrent 40-42 en été, mais elles tolèrent aussi 12 en hiver. OK. Et ça, tu as aussi beaucoup de plantes proches des vandas, des olcoglossums, qui vont pousser presque dans des régions subtropicales où tu as un hiver où il fait froid, quoi. Ça gèle pas, mais où il fait froid. Tu vas avoir aussi la Vanda ceruela, celle qui est la mère de beaucoup d'hybrides thaïlandais. Elle pousse dans des endroits où il fait frais la nuit. Les températures, c'est hyper tolérant. Donc lumière, température. Après, tu as quand même un truc qui est important, c'est la qualité d'eau. Mmh. Si tu n'arrives pas à obtenir de l'eau de pluie, ça, la Vanda, c'est pas idéal. Ça peut marcher si tu utilises de la brita ou si tu utilises de l'eau non calcaire régulièrement. Genre un coup sur deux, ça peut le faire, mais c'est pas idéal quand même. Mmh. Elle va moins bien pousser, elle aura moins de belles feuilles, moins de belles racines. Après, moi, je vais vraiment distinguer deux styles de plantes. Les plantes que j'appellerais à origine d'import, donc tout ce qui va être Taïwan, Thaïlande, Mmh. qui sont cultivées à racines nues. Donc ça va être des choses comme la plante que tu vas avoir là, dans un petit panier comme ça. Donc ça, c'est des plantes qui sont importées à un moment ou à un autre. Donc ça peut être en moyen plan, on va dire, on le fait pousser 2-3 ans, on le vend après, ou de force à fleurir, on le fait pousser 6 mois et on le vend. Ça, c'est des plantes que tu dois cultiver à racines nues comme ça, que tu dois tremper 2-3 fois par semaine, 15 minutes. Tant que les petites racines dégagent des bulles d'air, tu le laisses tremper. Donc tu peux faire ça. Si tu as une véranda ou une serre ou un endroit où ça craint pas trop, tu peux pchiter très fort tous les jours aussi. Mmh. Mais il faut que ça ruisselle par terre parce qu'il faut vraiment pchiter lourdement. C'est pas un petit pchit de loin. Mmh. Moi ici, je passe un coup de jet d'eau, mais ça va être plusieurs litres qui ruissellent sur la plante. Mmh. Parce qu'il faut que tu arrives à imbiber. Donc c'est pour ça que quand tu trempes, tu es souvent un peu plus efficace. Donc ça, c'est vraiment le premier cas, c'est souvent ce que les gens ont. Et après, moi, il y a les plantes que je vais produire de A à Z, que je sors de flacon en pot. Donc je les cultive toujours en pot. Là, tu vois, je t'ai pris 2 exemples. Ça, c'est une plante qui a 2 bonnes années, on va dire, donc que j'ai cultivée en pot. Je vais continuer de cultiver en pot. Voilà, donc voilà, tu as des racines dedans, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est une plante qui a à peu près 2 ans de plus, que j'ai cultivé en pot aussi depuis toujours. Donc ça, tu peux tout à fait le cultiver comme un cattleya, pas forcément comme un phaléno parce qu'il a besoin de plus sécher. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est ça, tu l'arroses une fois par semaine lourdement, il va sécher vite et tu vaporises un peu plus fort. Si tu vaporises pas, tu vas perdre ces racines-là. Si tu as de la chance, tu vas en avoir assez qui vont se former dans le pot. Mais ça, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Ouais. Mais voilà, tu peux tout à fait. Souvent, on dit le vanda, c'est forcément à racines nues. Non. Si tu cultives tes plantes bien, tu peux tout à fait les cultiver en pot pendant très longtemps. Alors, c'est vrai que l'hybride primaire pousse beaucoup mieux. Oui. Après, ça, je te dis une bêtise, parce que ça, c'est un vanda brunea. Et je pense que je vais faire la même chose dans 2-3 ans, il sera aussi robuste. Donc, tu as certaines espèces botaniques qui sont capables de vraiment bien pousser. D'autres qui sont plus délicates. Moi, j'ai un lamellata en pot qui pousse très, très bien. Ouais. Vraiment, Ouais, ça m'étonne pas. ouais. Par contre, tu vois, Rhynchostylis, Mmh.
Ça, c'est une saleté en pot. Il faut vraiment le cultiver dans des écorces énormes. C'est une plante qui a vraiment besoin de sécher très vite. Mmh. Donc je pense à celle-là parce que c'est une des pires. Parce que même celle-là, même quand je le cultive de tout petit, les racines évoluent mal dans le substrat. Donc très rapidement obligé de le mettre à racines nues et de l'arroser tous les jours. Je viens de me rendre compte qu'on a oublié un facteur pour les Vandas. T'as pas allumé ta caméra. Ah non, ah non, elle est bien allumée, hein. bien allumée. Bon, ça va, ça va. Non, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas parlé de l'engrais. Ouais. Pour un particulier, ce que je conseille, c'est souvent de le faire 1 fois sur 2. Comme ça, tu te prends pas la tête avec la dose, tu mets la dose qui est recommandée sur le flacon. Idéalement, donc tu le fais toujours sur une plante qui n'est pas trop sèche, tu vois? Par contre, faut un petit peu de bon sens. Si ta plante elle est déshydratée, tu ne lui mets pas d'engrais. D'abord, tu la réhydrates et après tu lui mets l'engrais. OK. Mais si ta plante elle est normale, tu peux tout à fait l'arroser avec l'engrais dose normale et si tu fais ça 1 fois sur 2, ça passe. Si tu arroses tous les 4 jours en été, ça fera 1 fois tous les 8 jours. Si tu arroses tous les 7 à 10 jours en hiver, ça fera tous les 14 à 20 jours en hiver. C'est C'est ça à clair. peu près le cycle que je conseille. J'avoue que moi, je suis mauvaise avec l'engrais, je l'oublie tout le temps. Non mais alors ça, c'est une erreur de beaucoup de particuliers. Souvent les gens, ils arrivent aux premières ils arrivent à arroser, lumière, rempoter et ils négligent l'engrais. Quand vraiment tu seras forte sur l'engrais, tu vas vraiment passer un cap. Parce que tu auras plus de floraison, plus de plantes robustes, les cochenilles iront moins sur une plante puissante, la plante va mieux vieillir. L'engrais, c'est pas une drogue, c'est vraiment de la nourriture. Tu vois, c'est pas du dopant, c'est vraiment de la nourriture. Et Ouais. souvent, moi, je rencontre beaucoup d'amateurs qui affament les plantes. Et du coup, elles évoluent mal, elles stagnent pendant quelques années, puis après, vu qu'elles ont faim, elles régressent d'un coup. Et ça, pour reprendre la progression, c'est trop compliqué. Mmh. Je me demande si ce serait pas sympa qu'on se fasse un petit tour de serre et qu'on parle des Vandas en même temps, Ouais, bien sûr. que tu montres les, certaines, botaniques, tout ça. Ah bah oui, parce que là, il y en a 2 exceptionnels à voir. Ouais. Et ça, c'est une plante que je cultive depuis entre 15 et 17 ans, quoi, à peu près. Elle n'est pas si vieille que ça par rapport à la taille, parce que j'ai déjà coupé un morceau ou 2 en plus. Mais voilà, elle fleurit tous les mois de mars. Elle dégage un parfum un peu citronné qui est canon. Et voilà, ça, c'est une plante que j'aime beaucoup. C'est le Vanda brunéa, c'est ça? Brunéa, Mmh. celui-là, ouais. Impressionnant. Et donc du coup, c'est normal qu'un Vanda fasse des rejets comme ça, à Quand droite, à tu as gauche? une bonne culture Mmh. et que ta plante vieillit, c'est la voie normale de la plante. OK. Si ta plante, elle fait une longue pause comme ça, que ça dégarnit en bas, c'est que tu as pas une bonne culture. Ta plante survit, mais elle va finir par y passer. Je veux dire, ce genre de plante-là, ça finit par touffer, ça finit par faire des ramifications. Avec l'âge, dans la nature, ça fait ça aussi, c'est juste que quand c'est trop gros, ça tombe et ça meurt. Mmh. Mais en culture, vu que tu fais attention, tu divises, tu fais attention à ce que le cœur pourrisse pas. Tu vois, dans l'autre que je vais te montrer après, je pense qu'il va falloir que je m'en occupe. Parce que je sais qu'au milieu, il y a des trucs, même entre 2 arrosages, qui peuvent rester trop trempés. Ouais. Il y a une trop grosse masse de racines, donc là, il faut faire quelque chose. Alors, est-ce que tu as des jolies choses à nous montrer encore dans ta Bah, écoute, je serre? vais te proposer qu'on fasse le tour Ouais? tranquillement. Oui. Donc là, ce coin-là, ça va être plutôt mon coin un peu plus ombragé et un peu plus humide, donc je mets beaucoup de sorties de flacons. Voilà, quelques plantes que j'aime bien, que j'arrose un peu plus régulièrement, tu vois? Comme des plantes myrmécophiles. Et puis de l'autre côté, ça me permet d'être un peu plus pratique. J'ai toutes mes épiphytes que j'arrose tous les jours. Donc ça, c'est un petit coup de jet d'eau le matin. Donc là, c'est un endroit qui est un peu plus humide de la serre, on va dire. Bah voilà, là tu as un petit vanda qui est en fleurs. Ça, c'est un hybride de Roblingiana. Alors, donc qu'est-ce que je vais pouvoir te montrer derrière? C'est pas forcément le truc le plus beau que j'ai de la serre, mais c'est ma ligne de phaléno. Donc c'est des phalénos, on va dire, hybrides primaires ou des choses un petit peu plus différentes de ce que tu vas avoir, en Hollande. Après, c'est des plantes qui poussent lentement parce que, tu vois, j'ai froid l'hiver, j'ai trop chaud l'été, donc voilà, c'est pas ce que je réussis le mieux, mais c'est important d'en cultiver un petit peu parce que comme ça, tu as toujours des clients qui Mmh. veulent du phaléno, un peu différent. Ah bah voilà, là si tu veux, là tu as un petit phalénon un petit peu différent. Très joli. C'est Voilà, c'est un pas la période de floraison, mais il y en a quand non. même un ou 2 qui sort. Et là, cette table-là, c'est une table que j'apprécie particulièrement, parce que là, on va avoir beaucoup de Ménépenthes, beaucoup des plantes que je cultive depuis une bonne vingtaine d'années. Donc là, tu as des trucs qui sont vraiment différents de ce que tu as en jardinerie. Voilà, donc toute cette table-là, je l'arrose quasiment quotidiennement. Et là, tu vas avoir toutes les vandas, tu vas avoir, plein d'épiphytes aussi, que je vais arroser tous les jours aussi. Bon, ça, c'est les petits bulbos qu'on a vus tout à l'heure. Petit. Ouais, petits bulbos. Oh, c'est joli! Ouais, Je l'avais mais pas vu non, en bah, non, mais c'est une fin. alors, sentons ça sent le poisson. Bah oui, c'est canon, hein. Bon, voilà, C'est une jolie plante. En c'est une vrai, plante canon, mais tu sens l'odeur avant de la voir en fleurs.
Ça, c'est Aerides odorata, c'est celle-là dont je te parlais tout à l'heure. Elle commence à être vraiment énorme et ça, moi, je la cultive personnellement depuis plus de 30 ans. Je l'avais déjà quand j'étais ado. C'était un jeune plant que j'avais acheté chez Marcel Lecouf. Chaque année, elle fleurit abondamment vers mi-juin. Ça sent aussi le citron, c'est une plante superbe, vraiment très sympa. Et comme tu peux le voir, voilà, un vanda, ça peut faire une touffe. C'est juste une question de temps. Si elle est bien nourrie, si elle a le bon climat, ça peut tout à fait faire plein de têtes. Ça, c'est Tolumnia ocasiana. Et donc, vraiment, ce que je te disais au début, c'est une mauvaise herbe. Parce que, en fait, avant, t'imagines, c'est sur une grande plaque en liège, et j'avais un joli Paphiolo, oui, qui a bien poussé pendant plusieurs années. Et à un moment, il y a cette plante-là qui est arrivée, parce que j'en ai d'autres à droite à gauche, et qui a commencé à prospérer. Je ne l'ai pas désherbée, elle a fini par bouffer le Paphiolo, oui. Donc maintenant, voilà, j'ai du mal à en faire. Voilà, parce qu'en plus, elle est prise dans les fils de fer, dans le poteau, dans tout ce que tu veux. Tronçonneuse. Ouais, mais j'en ai déjà plein, donc voilà, je la laisse histoire de dire. Holcoglossum par Papilionanthes. J'adore la forme de la fleur. Ouais. Très original. Et puis ça, tu vois, je vais le cultiver sans substrat, parce que c'est une plante qui aime bien sécher rapidement. Mmh. Donc ça, je l'arrose tous les jours, parce que si ça sèche lentement, ça pourrit. Tu me parlais tout à l'heure des Neophynecia falcata. Et là, j'ai un hybride à te montrer. Donc là, on est beaucoup plus dans le coin jeune plant. Donc ça, c'est tous les sorties de flacons de l'année dernière que j'ai repiqué en pot de 5,5. Voilà. Donc ça, c'est canon. C'est un Renanthera par un Neophynecia. J'arrive à les cultiver en pot, vu que je les ai sortis de flacons et que c'est ma culture depuis toujours. Ça pousse bien, ça fleurit longtemps. Bon, celle-là, comme je t'ai dit tout à l'heure, floraison estivale, donc c'est pas idéal pour la vente. Mais voilà, tolérant. À partir du moment où tu as de la lumière, que tu arrives à arroser seulement quand c'est sec, ça marche bien. Donc ouais, ça, les hybrides, j'y crois un peu plus. Ah voilà, ça c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je fais pas les mêmes choses aux mêmes endroits. Là, ce coin-là, on est dans un coin qui est un peu, c'est le plus sombre de la serre. Et en plus, tu vois, j'ai rajouté des petits voiles. Donc là, c'est où je vais mettre mes Paphios et tous les jeunes plants de Phaléno. Ah, tu vois, le voile, il s'arrête là, et là, bim, j'ai mis les vandas. Parce qu'en plus, là, t'as pas la paroi, donc vu que le sud est là-bas, là, il y a déjà un peu plus de lumière. Et voilà. Pour tout ce qui va être Paphio Phaléno, tu as besoin d'une luminosité qui est plus faible que sur un vanda ou sur un cattleya. Ah, ça, c'est des petits Doritis pulcherrima. Donc ça, c'est l'exception dans le Phaléno, on va dire. Parce que ceux-là, ils poussent en Cambodge en plein soleil, donc eux, ils acceptent plus de lumière. Tu vois, il y a plein d'amateurs on va dire amateurs débutants qui ont du mal sur cette plante-là. Parce que je pense qu'ils leur donnent pas assez de lumière. Tu sais, ils veulent le cultiver comme un Phaléno classique, un Bota. Non, c'est presque plus proche d'un Vanda que d'un Phaléno classique, quoi. Quand tu regardes où ça pousse en Asie du Sud-Est, ça pousse en plein cagnard sur des rochers. Voilà, c'est pas du Phal gigantea à l'ombre à Bornéo à 27 jours et nuits, quoi. Ouais. Ça, si tu veux, ça, c'est mes cultures de catasetum que je dessine à la vente. Donc, bah voilà, là, tu vois, il y a deux stades. Tu viens de les rempoter, ça fait une petite pousse. Je commence à les arroser et voilà. Donc, en gros, je mets un bulbe au printemps, il pousse, il donne un autre deuxième beau bulbe en été. Donc ça, c'est plus ce que je dessine à la vente. Et ça, c'est quelques-uns de mes vieux catasetum que je divise depuis très longtemps. Tu vois, voilà. Ça, c'est Pileatum parfushi. Donc, tu vois, voilà. Ça tige plusieurs fois par an. Donc, tout cela, comme tu peux le voir, t'as pas d'acariens. En fait, dès que tu vas chercher les trucs un petit peu plus péchus, ça marche moins bien. Tu sais, il y a une raison pour laquelle il y en a qui sont rares sur les listes ou dans les catalogues, machin. C'est pas parce que personne veut les cultiver, c'est qu'ils sont chiants de culture. Ça, c'est le Bota. Donc, celui-là, c'est Roblingana. Ouais, il est super. Et Cattleya, je vais t'en montrer un que j'adore. Tu vois où elle pousse, hein. Bon, là, il y a le pchit aujourd'hui parce qu'il fait très chaud. Mais sinon, c'est un des endroits les plus chauds de la serre. C'est plein sud. Quand j'ai eu 42, c'est au niveau de mon capteur. Là, il est 1 mètre plus haut. Donc, je pense qu'il a pris 2-3 degrés facile de plus. La plante, elle est top. Il y a déjà les spats. Ça fleurit chaque année vers le mois de septembre-octobre. Donc, en plus, je peux les exposer pour mes premières expos. T'as pas une coche, t'as pas un trips, t'as rien. Et les plantes, elles sont super puissantes. Et c'est quoi? Cattleya maxima. C'est un des meilleurs botaniques qu'on puisse avoir. Si, j'aime bien ça. Oui. Ça, c'est un hybride de Stenorhynchos par Eltroplectris. C'est adorable. C'est adorable, mais on est d'accord que les fleurs, elles sont pas Elles sont pas très. exceptionnelles. Ouais, elles sont pas. Ça fait un genre de plumeau rouge, un peu comme une broméliacée. C'est original, mais c'est
Mais voilà, le feuillage est juste canon, quoi. Et ça se cultive comment ça? Très simplement, franchement. Alors, tu as une pseudo-période, un peu de repos en hiver où il faut que tu fasses un peu plus attention sur les arrosages, Ouais. un peu plus léger, mais ça pousse très, très bien. Et derrière, c'en est un autre genre? Ouais, alors, c'est une sélection taïwanaise d'une plante hyper, classique, on va dire, c'est l'Iparis formosana, mais qui est, tu vois, variegata. Ah puis là, tu vois, là, tu as quand même un petit cattleya en fleurs, malgré la chaleur, là. Ça, donc c'est, Sunmay Sun May Gold. Gold, voilà, sympa. Mais alors ça demande blinde de lumière. Bah, tu vois où ils sont. Ah ouais, parce que moi, le mien, il a refusé de fleurir jusqu'à ce que je double Mais la oui, non, lumière. non, mais je veux dire, tu sais, les gens qui voudraient cultiver ça à côté d'un phaléno, C'est pas possible. soit ton phaléno il crame, soit cette plante-là, elle a pas assez de lumière. Mais tu peux pas dire: «Mes 2 plantes, elles sont côte à côte». Non, ça peut pas marcher. Toutes ces plantes-là, elles ont besoin d'une intensité très forte. Le Mmh, phaléno, c'est pas pour rien si, c'est vraiment la plante d'appartement classique. ouais. C'est que ça demande pas une intensité lumineuse canon. Mmh. Correcte, mais pas exceptionnelle. Encore un grand merci à Nicolas d'avoir passé une matinée entière avec moi dans ses serres à me parler de millions de sujets culture d'orchidées. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder la version longue dans les abonnements payants. Et vous allez voir, j'en prends un peu pour mon grade et ma culture des orchidées. Autant vous dire qu'il n'a pas hésité à me dire quand je fais des bêtises. En tout cas, je vous retrouve pour un 3e épisode le mois prochain et vous verrez, ça va être encore un producteur fantastique. Cette fois-ci, on partira à côté de Blois et on va découvrir l'orchidium.